Ensuite, donc, il y a un cinquième postulat qu'on appelle réduction de paquet d'ondes. C'est en fait, elle est spécifique à la mécanique quantique. Donc maintenant, si vous faites une mesure sur votre système physique et vous faites une mesure de la grandeur physique A sur le système dans l'état psi, et cette mesure, ou bien cette opération de mesure, il vous donne un résultat que vous notez à 1. Donc, quel est l'état du système immédiatement après la mesure? Eh bien, cet état immédiatement après la mesure, ce n'est plus l'état avant de la mesure, qui était psi, normé. Donc, je prends toujours normé. Donc, mais vous aurez immédiatement après la mesure un état psi prime. Et cet état psi prime, il va s'écrire sous cette forme-là. Vous voyez, c'est cet opérateur P1, psi, sur la racine carrée de la valeur de l'élément de matrice de cet opérateur entre psi et psi. Donc cet opérateur, on appelle donc l'opérateur de projection. Quand on écrit comme ça, donc parce que supposons que n en général il est dégénéré, de degré de dégénérescence Gn, ici je le représente par i, si bien sûr il n'est pas dégénéré, il n'y aura pas de cette sommation. D'accord? Et donc cet opérateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est un opérateur de projection. C'est-à-dire si vous êtes dans l'état psi, bien si vous agissez par l'opérateur de projection sur l'état psi, il va vous ramener vers un état qui appartient au sous-espace propre associé à la valeur propre. Si la valeur propre est non dégénérée, c'est comme si vous avez un vecteur et vous le projetez à 3 dimensions, vous le projetez sur les axes ou bien sur les plans, etc. Donc vous aurez sa projection sur sous-espace En associé à la valeur propre En. Donc c'est un état normé, on divise par cette grandeur pour avoir un état qui est normé. D'accord? Et donc voilà, vous aurez donc l'état immédiatement après la mesure. Alors là, vous voyez, donc si j'écris explicitement mon état sur la base des vecteurs propres de cette observable qui représente cette grandeur physique, bien je vais l'écrire comme ça, les psi et m, donc vous voyez, c'est les coordonnées de psi relativement à cette base. Donc si vous faites la projection de p n sur psi, vous aurez, vous voyez, un vecteur qui appartient au sous-espace. Donc c'est la projection de ce vecteur sur le sous-espace propre associé à la valeur propre En. Alors, je vous montre ici un exemple de cas non dégénéré. Donc, si vous avez par exemple avant la mesure l'état psi, eh bien, si vous faites une mesure, et la mesure, il vous donne un résultat qui est égal à n. Donc, vous faites la mesure juste immédiatement après la mesure. Donc, vous aurez, si vous appliquez cette expression, avec cette fois-ci, le P1, ça va être juste En, ket En, bras En, sans somme ici. Et donc, vous appliquez, vous utilisez la définition de psi, et donc vous aurez cette écriture-là. Donc, vous voyez Cn sur module de Cn. Si vous calculez le module de psi prime, vous aurez égal au module de En est égal à 1. Donc, en général, ce facteur de phase globale, on le supprime parce qu'il n'a pas de rôle physique à jouer, donc il n'a aucune interprétation physique. Donc, quand on a un facteur de phase globale, donc il n'a aucun rôle à jouer, donc on peut le supprimer. Et donc, notre état immédiatement après la mesure, c'est psi prime est égal à En. Et donc là, il faut comprendre que ce qui se passe ici, c'est lors de la mesure. Ce n'est pas une évolution de système. On va voir par la suite le postulat suivant, comment il évolue au cours de temps. Là, c'est pourquoi on l'a appelé réduction de paquet d'ondes. Quand vous faites une mesure, eh bien, vous réduisez votre système. Aussi, on parle de fonction d'onde. Si vous avez un paquet d'ondes, eh bien, juste après la mesure, vous allez pas avoir le même paquet d'ondes, mais il va être réduit. D'accord? C'est comme si vous avez un vecteur à 3 dimensions, et bien juste après la mesure, vous aurez un vecteur qui est à 2 dimensions, ou bien à une seule dimension. Donc c'est ça la réduction. Donc c'est un phénomène qui est spécifique à la mécanique quantique et qu'on n'a jamais donc rencontré ou bien avoir réfléchi à ce problème en physique classique, parce qu'on se pose toujours en physique classique lors de la mesure,
on ne perturbe pas, on ne change rien à notre système, on l'observe de façon neutre. Mais là, vous voyez, donc une fois que vous faites la mesure, votre système complètement change et donc vous aurez la projection comme il est donc exprimé ici. Donc, sixième postulat, c'est relatif à l'évolution de systèmes quantiques au cours de temps. Donc, il est donné, bien sûr, par l'équation de Schrödinger que j'ai déjà, donc, si vous vous rappelez au chapitre 2, nous avons beaucoup parlé de cette équation, mais pas dans ce langage ou bien dans cette formulation plus générale et abstraite de formalisme de Dirac. Donc, l'état psi, donc c'est cette équation, et ici, donc, vous voyez l'équation de Schrödinger, c'est aussi parmi les postulats, donc c'est une hypothèse qui est toujours vérifiée dans l'expérience. Donc ici, le H qu'on a introduit, donc vous avez un observable qui agit sur le quête psi et qui est égal à IH bar, la dérivée de psi sur dt. Donc H de t, ça représente l'observable, il y a l'opérateur hermétique qui représente l'énergie, donc qui est associé à l'énergie totale du système. On l'appelle donc l'hamiltonien du système quantique. Et vous voyez pourquoi, donc au début, j'ai parlé de formalisme hamiltonien, parce que à partir de là que la mécanique quantique s'est inspirée pour faire la quantification des grandeurs physiques. D'accord? Et là, vous voyez, si vous voulez, si je veux revenir à l'équation de Schrödinger que nous avons étudiée au chapitre 2, alors vous voyez, il suffit donc d'utiliser la représentation. Si on veut retrouver les fonctions d'onde, il faut utiliser la base R. Et donc, si par exemple, je prends une particule libre, l'hamiltonien, je peux utiliser, comme dans le cas classique, c'était l'impulsion P au carré sur 2m. Maintenant, je remplace l'impulsion par l'opérateur P. Donc, si je travaille, par exemple, à une seule dimension, P, c'est suivant Px. Px. Donc, c'est l'observable Px au carré sur 2m. Px au carré, c'est Px fois Px. D'accord? Et donc, si vous prenez la représentation x, on sait que x psi x, ça donne la fonction d'onde psi de x de t. Et je sais comment donc est l'action de P en représentation position, c'est h bar sur i d2 sur dx, la fonction d'onde psi de x de t. Et donc voilà, donc je retrouve, donc si j'utilise ça ici, je multiplie à gauche par le bras R et ici le bras R. Et donc je remplace le h par p carré, donc j'agis deux fois. Donc j'aurai ici d carré x, pardon, ici il reste d carré x, donc il faut dériver deux fois par rapport à la position. Ici, écrire psi de x, d'accord? Donc là, il faut faire attention, j'ai oublié de l'ajouter ici. Donc c'est moins h bar carré sur 2r, la dérivée seconde par rapport à x, de psi de x. C'est l'équation, si vous vous rappelez, que nous avons étudiée, que nous avons introduite au chapitre 2, et que nous avons donc étudié et retrouvé les solutions stationnaires. Donc, si vous avez par exemple une particule soumise à un potentiel, il faut ajouter ici plus v de x, et donc vous aurez ici plus v de x. Donc, je répète ici, il faut ajouter la dérivée seconde par rapport à x ici. Donc, c'est la dérivée seconde par rapport à x de psi de x, et non pas moins h bar carré sur deuxième fois psi de x de t. Il faut ajouter ceci deux fois parce que donc j'aurai p carré ici, donc j'aurai h bar sur i au carré, d carré x. Et donc h bar au carré sur i au carré, ça donne moins h bar au carré. Et bien sûr, sur deuxième, vous aurez deuxième. Et donc, vous voyez, donc je retrouve l'équation de Schrödinger que nous avons étudiée au deuxième chapitre. Et finalement, donc, je peux parler de ce qu'on appelle le principe de correspondance, ou bien ce qu'on appelle aussi un septième postulat. Il concerne donc comment construire les observables pour un système quantique en comparaison avec le système classique correspondant. Donc, si vous avez par exemple dans un système classique, vous voulez étudier la position, c'est avec R, la position R, X, Y, Z, l'impulsion P, X, P, les coordonnées P, X, Y, P, Z. Alors, pour la position, nous avons dit au chapitre précédent, voilà, l'observable, c'est le X, Y, Z, donc ce que j'ai écrit en notation vectorielle.
R. La même chose pour P, donc je peux écrire donc le P, vecteur, avec Px, Py, Pz. Et si vous avez une fonction quelconque de R, P et T, vous lui correspondez l'observable f, r, p de t. Avec bien sûr, f doit être un observable, mais pas toujours, donc il n'y a pas une correspondance qui est directe parfois. Il faut faire attention aux choses. Par exemple, si vous avez r fois p, cette quantité-là, ça représente une grandeur physique classique. Alors, si vous voulez lui faire correspondre un observable, eh bien, si vous prenez grand R fois grand P, eh bien, c'est pas un observable parce que si vous faites le conjugué hermétique, la position va changer. Vous aurez PR et PR est différent de RP. Donc, pour surmonter ce problème, on dit qu'on symétrise ce produit-là. Donc, on écrit R fois P plus P fois R, 1/2 pour diviser par 2 pour avoir, c'est comme si vous avez donc la moitié de la somme, donc une seule. Donc là, si vous prenez le conjugué hermétique, vous allez trouver que c'est la même chose, donc parce que le P, si change le P R ici, il va changer P et R ici, donc vous aurez l'expression initiale. Et voilà, donc bien sûr, il existe des observables en mécanique quantique qui n'ont pas d'équivalence en mécanique classique. Donc, en plus de ce principe de correspondance, il y a des observables, des grandeurs physiques qu'on trouve en mécanique quantique, mais qu'on n'a pas d'équivalent en mécanique classique. Donc, les observables n'ont pas de fonction dans le côté ou bien dans la partie classique. Voilà, donc je m'arrête ici. Donc, à la prochaine séance. Merci.